Les rues de Séoul sont bordées de PC Bang, des cafés internet où les jeunes se retrouvent pour se livrer une guerre éternelle sur des champs de bataille virtuels. Alors que dans la plupart des pays, le foot ou le tennis attire des masses de spectateurs, en Corée du Sud, ce sont les jeux vidéo qui sont devenus un sport national. Qui aurait imaginé, il y a 50 ans, que courir après des points colorés sur un écran et marteler un bouton en plastique jusqu'à la crampe exercerait une telle fascination? Au début de la conquête de l'espace, il existait dans le monde quelques centaines d'ordinateurs. Aujourd'hui, il y en a plus d'1 milliard. Au terme de l'orbite de la station spatiale, il faut en compter 49 144 de plus. La station spatiale voyage à près de 28 000 km/h. À cette vitesse, même les débris de la taille d'un grain de poussière constituent des projectiles mortels. L'ISS doit donc être parfaitement protégée. Sa couche externe est faite d'aluminium et cette surface est recouverte d'une carapace de Kevlar et de céramique. Exactement les mêmes matériaux que ceux des gilets pare-balles. Le reste de la structure interne ne sert qu'à empêcher la station de se désintégrer. À l'intérieur des modules pressurisés, la pression est sensiblement équivalente à celle de l'atmosphère terrestre. Mais dans l'espace, la pression atmosphérique est nulle. C'est pour supporter cette différence que les principales structures de l'ISS sont en acier de très haute qualité. L'acier est majoritairement constitué de fer, la matière première la plus exploitée de la planète, et une grande partie de ce fer provient de cette partie du globe. Station orbite à 386 km au-dessus du nord de l'Australie. Voici la mine du mont Wellback, en Australie occidentale. C'est la plus grande exploitation de minerais de fer à ciel ouvert du monde. Voitures, frigos ou stations spatiales, tous ces produits ont commencé leur vie sous forme de nodules ferreux dans une excavation comme celle-ci. En 5 ans, la production mondiale de fer a doublé. C'est également vrai de nombreuses autres ressources extraites du sous-sol. Le fer constitue environ 5% de la planète. Il y a peu de risques qu'on en manque de sitôt. Mais d'autres matériaux pourraient disparaître d'ici peu. Au rythme actuel, certains spécialistes prédisent que nous aurons épuisé toutes les réserves connues d'or, d'argent et de plomb dans seulement 2 générations. Pendant ce temps, l'humanité continuera à dévorer le minerai de fer à belles dents. Toutes les 90 minutes, 350 000 tonnes supplémentaires sont arrachées à la Terre. Notre planète se transforme à une vitesse stupéfiante. Toujours plus loin vers l'ouest, voici la Chine, dont le dynamisme ambitieux a des répercussions dans le monde entier. Il y a 50 ans, c'était un pays à l'économie rurale. Aujourd'hui, elle est en passe de devenir la première puissance industrielle mondiale. La Chine fabrique plus d'un quart de tous les objets manufacturés sur Terre. Tout ce que l'homme sait sur l'exploitation et la transformation des ressources naturelles est ici appliqué à une échelle démesurée et à une cadence infernale. Et ça marche. Il y a 40 ans, 50% des Chinois vivaient dans la misère. Aujourd'hui, ils sont moins de 15%. On ne peut pas reprocher aux Chinois de vouloir les mêmes avantages que les Occidentaux. Mais lorsque près d'1,5 milliard d'individus
aspirent à un nouveau mode de vie high-tech. Leur consommation d'énergie et de matières premières explose. Les centrales électriques poussent comme des champignons. Bientôt, la capacité énergétique chinoise augmentera chaque année de près de 75% de celle du réseau français. Le charbon alimente les 3/4 de cette production. Le temps que la station achève une orbite autour de la Terre, la Chine en brûle 45 866 tonnes. C'est beaucoup. Mais la consommation d'énergie par habitant demeure nettement inférieure à celle de l'Europe ou des États-Unis. À bord de la station spatiale, ce problème est résolu. Toute l'énergie vient directement du Soleil. Des panneaux solaires géants, 2500 mètres carrés de cellules photovoltaïques, pivotent constamment de manière à maximiser leur efficacité. Le système est si puissant qu'il pourrait alimenter en électricité un village de plus de 50 foyers. En orbite au-dessus de l'Asie, nous avons découvert la beauté du langage, les outils prodigieux, les matières premières qui servent à bâtir et notre capacité à exploiter l'énergie. Mais qu'en est-il de l'invention la plus fondamentale et la plus simple, la roue? Nous survolons à présent la Thaïlande. Quand on pense à ce pays, on imagine des plages de sable blanc et des eaux cristallines. Mais voici la ville d'Asie où l'humanité construit aujourd'hui une fabuleuse quantité de roues. Bienvenue à Bangkok, capitale de l'automobile de l'Extrême-Orient. Chacun de ces véhicules est l'aboutissement d'un réseau mondial de savoir-faire minier, ouvrier et technique. Et le résultat est un objet plus finement élaboré qu'un œuf de Fabergé. Tout le monde aime sa voiture, et c'est bien normal. Elle offre l'indépendance et un sentiment grisant de liberté. Pour beaucoup de gens, la première voiture est un rite de passage, une entrée dans le monde adulte. Ce bien, si utile à l'échelle individuelle, devient pourtant source de problèmes quand sa densité augmente. Le parc automobile mondial est estimé à un peu moins d'1 milliard de véhicules. Mais comme les habitants des pays en développement veulent conduire, eux aussi, ce chiffre va bientôt exploser.